Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 6e webinaire de la saison 2021 des webinaires du GIWACAF sur la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures. Je suis Chloé Gondo, je suis la coordinatrice du projet GIWACAF et je suis accompagnée aujourd'hui pour ce webinaire par Christelle Collier, qui est gestionnaire des demandes d'indemnisation au FIPOL. Bonjour Christelle. Bonjour à toutes et à tous. J'ai aussi avec moi Franck Laruelle, qui est chef d'équipe technique à l'ITOP. Bonjour Franck. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et enfin, Lindsay Page-Jones, qui est le chef du projet GIWACAF. Bonjour Lindsay. Bonjour à tous et puis merci de participer à ce 6e et dernier webinaire de la saison. Merci Lindsay. Merci à tous les intervenants. Je vous demanderai de bien vouloir couper vos microphones et caméras. Je vais donner quelques détails techniques aux participants le temps que tout le monde se connecte. Et on se retrouve après. Donc, vous avez sur votre écran un chat dans lequel vous pouvez échanger et poser vos questions aux intervenants. Et ils et elles y répondront à la fin du webinaire durant une session de questions-réponses dédiée. Au-dessus de l'endroit où vous tapez votre message dans le chat, vous pouvez également trouver les documents et les présentations en PDF qui seront mises à votre disposition au fur et à mesure du webinaire, que vous pouvez télécharger. Notez que si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez vous reconnecter à tout moment en appuyant sur le bouton rouge se reconnecter en haut de votre écran. Et enfin, sachez que tous les webinaires du GIWACAF depuis l'année dernière sont disponibles en replay sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Vous avez également accès à tous les documents et les présentations qui ont été partagés lors de ces webinaires. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore bien le projet GIWACAF, je vais vous en donner une brève présentation en revenant au tout début de ma présentation. Voici. Donc, après une première série de webinaires organisés l'an dernier sur les grands principes et le cadre général de la préparation et de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, cette deuxième saison des webinaires du GIWACAF, comme vous le savez, se concentre sur des sujets plus spécifiques et techniques. Aujourd'hui, nous traiterons des demandes d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Ce webinaire, aujourd'hui, fait directement suite à celui qui a été diffusé il y a 2 semaines sur le régime international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, que je vous rappelle, vous pouvez tout à fait suivre en replay si vous l'avez manqué. Donc à propos du projet GIWACAF, c'est un projet qui a été lancé en 2006. L'acronyme signifie Initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe. C'est une initiative commune à l'OMI, donc l'Organisation maritime internationale, qui est cette institution spécialisée des Nations Unies chargée de la sécurité, de la navigation et de la protection du milieu marin, et à l'IPIECA, qui est l'Association de l'industrie pétrolière et gazière pour l'amélioration des performances sociales et environnementales. Donc le but est de promouvoir la coopération entre les gouvernements et l'industrie dans l'esprit de la convention OPRC 90, qui est véritablement la convention clé pour la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, qui vous a d'ailleurs été présentée l'année dernière lors de la première saison des webinaires du GIWACAF. Donc pour cela, le projet GIWACAF organise différents types d'activités qui sont des ateliers nationaux et sous-régionaux, des formations, des exercices, des activités d'assistance technique. Et le projet travaille avec les 22 pays ouest centrafricains et d'Afrique du Sud qui sont représentés sur la carte à l'écran. Donc voici un résumé du projet et de son fonctionnement. Si je commence par l'encadré vert, c'est donc le GIWACAF est un projet commun au secteur public et privé qui vise à réduire les impacts des pollutions marines par hydrocarbures. Comme je vous le disais précédemment, il soutient 22 pays africains partenaires dans
renforcement et la mise en œuvre de systèmes nationaux de préparation et de lutte. Nous cherchons à maintenir un lien permanent avec les parties prenantes. Pour cela, nous organisons différents types d'activités, notamment, comme je vous le disais, des ateliers, des formations, etc. Nous cherchons à promouvoir une meilleure communication et coopération entre les gouvernements et le secteur privé. Et enfin, nous, à travers le projet GWACAF, nous encourageons la ratification et la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes de l'OMI et d'autres organisations. Pour cette deuxième saison des webinaires du GWACAF, comme je vous le disais, elle s'appuie directement sur la première saison qui a été diffusée de juin à décembre l'année dernière. Et elle a couvert des sujets plus spécifiques dont tous les épisodes sont indiqués à l'écran depuis le plan national d'intervention d'urgence et ses annexes en avril jusqu'à il y a 2 semaines le régime international de responsabilité d'indemnisation. Et donc aujourd'hui, nous nous concentrerons sur comment soumettre une demande d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour cela, lors de ce webinaire, il vous permettra de mieux comprendre la procédure d'évaluation et de règlement des demandes d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et également de mieux connaître les différentes parties prenantes impliquées lors du processus d'évaluation de ces demandes. Pour cela, nous avons aujourd'hui 2 présentations d'une quinzaine de minutes chacune, et puis les intervenants répondront à vos questions laissées dans le chat à la fin du webinaire. Donc, Christelle Collier commencera par présenter les critères de recevabilité des demandes d'indemnisation et le processus d'évaluation des demandes pour pertes économiques. Et enfin, Franck Laruelle présentera le processus d'évaluation des demandes pour les dommages environnementaux et les coûts des opérations de nettoyage. Vous trouverez à cet effet le programme du webinaire dans les documents à télécharger actuellement. Et enfin, vous trouverez plus d'informations sur nos activités dans la brochure de présentation que je vais mettre en téléchargement, également sur notre site internet ou notre page LinkedIn. Je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant la parole à Christelle pour la première présentation. Merci. Merci Chloé et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la recevabilité et du processus d'évaluation des demandes d'indemnisation suite à la pollution par les hydrocarbures persistants provenant de navires citernes. Donc ça, c'est un petit rappel par rapport au webinaire précédent, mais c'est important car le FIPOL n'indemnise que les personnes qui ont subi un préjudice suite à une pollution par des hydrocarbures lourds comme des pétroles bruts. Donc, c'était juste un petit rappel. Donc, voyons comment présenter une demande. Toute personne ayant subi une perte ou un dommage dans un État membre, ce qui veut dire si votre pays a ratifié une ou plusieurs conventions établies, vous pouvez soumettre une demande, que vous soyez un particulier ou une association ou un organisme privé ou public. À qui soumettre la demande? Vous pouvez la soumettre à l'assureur du navire, qui très souvent sont des clubs P&I, au FIPOL, bien sûr, le secrétariat étant à Londres, soit par email, soit via notre site internet. Ou si un bureau des demandes d'indemnisation, un bureau local a été créé dans la zone touchée, dans la zone polluée, vous pouvez également présenter votre demande en allant directement au bureau. Quand présenter la demande, le plus rapidement possible. Je vous rappelle qu'un accord doit être trouvé avec le FIPOL dans les 3 ans à compter de la date du dommage. Il y a de prescription après ces 3 ans, mais dans la majorité des cas, les demandes sont réglées à l'amiable et les demandeurs n'ont pas besoin d'avoir recours à la justice. Alors, j'ai mis ici quelques photos pour vous montrer les types de dommages qui peuvent être acceptés.
sous les conventions. Une indemnisation est prévue pour les opérations de nettoyage. Ça peut être des mesures prises en haute mer ou des mesures prises à terre pour nettoyer les plages, par exemple. Les demandes pour les dommages aux biens, si votre bateau ou votre filet de pêche a été souillé par la pollution. On bat ici toutes les personnes ayant subi un manque à gagner lié à la pollution, aussi bien dans le secteur de la pêche que le secteur du tourisme, sont recevables également. Et puis les coûts de la remise en état de l'environnement. Alors, pour activer une procédure, il faut le faire par écrit, en indiquant bien évidemment les renseignements sur le demandeur, sur son activité et le type de dommage, en décrivant le dommage avec une note explicative. Et il faut bien sûr fournir des pièces justificatives, des preuves, des informations qui vont permettre d'évaluer votre demande. Par exemple, pour les préjudices économiques, on va demander d'inclure, si possible, des comptes annuels pour l'année du sinistre et puis pour l'année, les 3 années précédant le sinistre. Nous avons un exemplaire de formulaire sur notre site internet que je vous invite à regarder. Vous y trouverez beaucoup plus de renseignements et d'éléments qui vous aideront à soumettre votre demande correctement. Et votre demande peut être soumise dans n'importe quelle langue. On travaille en 3 langues au FIPOL, en anglais, en espagnol et en français, mais les demandes peuvent être soumises dans n'importe quelle langue. Alors, concernant la recevabilité, nous suivons des principes généraux. Le fait qu'il y ait une marée noire dans votre région n'est pas suffisant pour recevoir une indemnisation. Le FIPOL a un montant disponible par sinistre, mais ça ne veut pas dire que ce montant va être utilisé entièrement et 2, qui va être distribué à tout le monde dans la région sinistrée. Donc, seules vraiment les personnes qui ont réellement souffert d'un préjudice économique ou d'un dommage en lien avec le sinistre seront indemnisées. Donc, il faut que la perte ait été encourue. Et enfin, le demandeur doit prouver son préjudice. Donc, il appartient au demandeur de fournir tous les justificatifs, des photos, des factures, pour qu'on puisse former une opinion sur le montant de sa perte et que l'on puisse évaluer sa perte. Sans information, il est impossible aux experts d'évaluer une perte. Donc, vraiment, l'idée, c'est de remettre les demandeurs dans la situation financière dans laquelle ils devraient être si le sinistre n'avait pas eu lieu. Alors, parlons maintenant un petit peu des demandes pour les dommages aux biens. Donc, une indemnisation est prévue pour les coûts de nettoyage, si on ne peut pas nettoyer les coûts de réparation, pour le personnel et matériel, et de remplacement des biens contaminés par les hydrocarbures. Alors, mais il faut bien sûr que les dommages aient été causés par la pollution et que les frais présentés soient raisonnables. Pour qu'on puisse indemniser, il faut présenter des factures parce que les estimations ou les devis ne sont pas recevables. Parce que selon les critères de recevabilité, les coûts doivent effectivement avoir été encourus. Donc, un devis ne serait pas suffisant. Point très important ici, il est tenu compte de l'usure et de l'âge du bien et de sa durabilité. Donc, on ne couvre pas le coût total de remplacement. Par exemple, on ne va pas remplacer un filet de pêche qui a déjà servi 5 ans avec un nouveau filet. On va prendre en compte la durée de vie du filet et on va déduire l'usure du montant offert. Et pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on veut remettre le demandeur dans la situation financière dans laquelle il était avant le sinistre. Donc, le but, c'est pas du tout d'améliorer sa situation, c'est de le remettre dans la même situation.
Les préjudices consécutifs et les préjudices économiques purs. Donc, vous pouvez soumettre une demande d'indemnisation pour préjudice économique que votre bien ait été pollué ou non. Donc, on parle de préjudice consécutif quand votre bien a été pollué, et on parle de préjudice économique pur quand il n'y a pas de pollution visible, en fait. Et lorsque le FIPOL évalue une demande, on va s'appuyer sur des critères de recevabilité qui ont été établis par les parties aux conventions, par les États parties aux conventions, pardon. Et notre rôle au secrétariat, au FIPOL, c'est d'appliquer ces critères de façon uniforme dans tous les États membres. Alors, par exemple, on va s'assurer de la proximité géographique entre l'activité du demandeur et la zone contaminée. Donc, en règle générale, plus l'activité est éloignée et de la pollution, moins le demandeur a de chance que sa demande soit recevable. Car, comme souvenez-vous, il doit avoir un lien entre la perte alléguée et la pollution. Mais attention, c'est pas parce que l'activité est loin de la côte polluée que la demande ne sera pas recevable. Donc, si le demandeur peut, par exemple, prouver que son activité est dépendante économiquement de la région polluée et que sa perte est en lien direct avec la pollution, alors sa demande sera recevable. Donc, vraiment, on examine chaque demande au cas par cas. Sont recevables également les demandes d'indemnisation relatives aux coûts de prévention ou visant à limiter un préjudice économique pur. Alors, pour illustrer ça, je vais parler de la photo en haut à droite. Sur cette photo, la pollution arrivait, était proche, et le pêcheur sur cette photo a pris la décision de construire un barrage tout simple, en paille, pour éviter que les hydrocarbures atteignent la forme piscicole qui se trouvait pas très loin. Donc, il a évité que son activité ne soit polluée, et il a limité les préjudices. Et dans ce cas précis, les coûts étaient raisonnables, et donc le FIPOL a payé et indemnisé pour ce barrage. Un mot sur les experts. Donc, le club PNI et les FIPOL nomment conjointement les experts pour les aider dans l'évaluation des demandes. Dans le service d'indemnisation à Londres, nous sommes que 5, dont en cas de sinistre majeur, si on reçoit une centaine de milliers de demandes, on a besoin d'aide, donc nous engageons des experts. Nous avons recours d'une part à des experts locaux, car ils disposent de connaissances, des connaissances du terrain, des connaissances locales précises. Ils vont connaître plus le prix, par exemple, des poissons vendus sur les marchés ou dans un restaurant. Ils ont une connaissance de la langue, dans certains cas, qui peut être un barrage. D'autre part, à des experts internationaux. On fait appel à des experts internationaux, que ça soit dans le secteur de la pêche, du tourisme, mais aussi de la lutte contre la pollution. Par exemple, nous travaillons souvent avec l'ITOPF, qui vont prendre la parole juste après ma présentation. L'ITOPF a assisté le FIPOL et les demandeurs dans de très nombreux sinistres pour la lutte contre la pollution. Donc, les experts ont plusieurs rôles que je vais lister ici, mais je ne vais pas m'attarder trop. Mais le rôle principal, c'est d'assister les demandeurs, de porter conseil et d'examiner les demandes sur la base des informations soumises. Néanmoins, même si les experts évaluent une demande et qu'ils font un rapport, seul le FIPOL peut approuver le montant total d'une demande. C'est-à-dire que c'est le FIPOL qui décide, qui est le seul, et avec le club, qui est le seul à décider du montant qui va être offert aux demandeurs. Alors, cette diapo est un résumé de la procédure de traitement des demandes. Alors, tout d'abord, le demandeur soumet sa demande au FIPOL, et supposons que le dossier contient tous les documents nécessaires. Les experts vont faire un rapport qu'ils vont envoyer au FIPOL, et le FIPOL va ensuite envoyer un courrier et faire une offre au demandeur. Alors, à partir de là, deux choix se présentent.
soit le demandeur accepte l'offre et on paie la demande, soit le demandeur n'accepte pas l'offre et dans ce cas, il doit fournir des documents supplémentaires nous permettant de réviser l'offre qui a été faite. Juste un petit point en cas de désaccord sur l'offre financière, vous pouvez en tant que demandeur contester le montant, mais vous ne pouvez pas négocier l'offre d'indemnisation. Donc, il appartient au demandeur de soumettre des preuves supplémentaires pour que l'on puisse réviser et modifier le montant. Et un accord doit être trouvé dans les 3 ans à compter de la date du dommage, sans quoi le demandeur devra entamer une action en justice pour préserver ses droits à indemnisation. Alors ça, je pense que Chloé et Lindsay va vous les mettre les directives sur le site du GI WCAF, donc je ne vais pas en parler trop, mais il y a des publications qui ont été, qui sont en place et qui sont disponibles sur sur notre site internet. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans tous les secteurs du tourisme, tous les secteurs du tourisme, de la pêche et des opérations de nettoyage, ainsi que les dommages à l'environnement. Et enfin, en conclusion, en cas de difficultés financières, le FIPOL peut procéder à une évaluation provisoire afin de procéder à des versements rapidement. Donc, avant tout, il faut quand même qu'on soit sûr que la perte soit liée à la pollution, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut verser des versements provisoires. Comme je l'ai dit, les évaluations se fondent sur les informations qui sont fournies par les demandeurs. Donc, la procédure sera plus longue si nous n'avons pas assez d'informations pour établir la perte, car on devra revenir vers vous, demander plus d'informations ou tel document. Donc, ça sera beaucoup plus long. Donc, les retards sont généralement dus au fait que les demandeurs tardent à communiquer suffisamment d'informations. Et enfin, les évaluations peuvent être revues. On peut revoir un montant, on peut revoir une offre si, sous la condition que ces nouvelles informations sont fournies. Et ça, voilà, je termine ainsi ma présentation. Alors, je crois qu'on va passer à quelques questions. Chloé, tu veux lire les questions? Je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup, Christelle. Effectivement, tu as 2 questions pour l'audience. Donc, je viens de les lancer. Vous pouvez y répondre. C'est un onglet sondage qui apparaît sous le chat en bas à droite de votre écran. Vous avez un onglet sondage à déplier vers le haut. La première question de Christelle est la suivante. Un restaurant situé dans une station de ski à environ 50 km dans les terres par rapport au lieu du sinistre a présenté une demande d'indemnisation au titre du manque à gagner lié à l'annulation de réservation pendant la saison touristique à la suite du déversement. Est-ce que cette demande est recevable? Première réponse possible, non, cette demande n'est pas recevable car l'emplacement du restaurant est trop éloigné pour que le préjudice soit lié à la pollution. Ou bien oui, cette demande est recevable si les propriétaires peuvent prouver que leur chiffre d'affaires dépendait du tourisme dans la zone touchée. Je vois que certains d'entre vous ont trouvé cet onglet, donc pour y répondre, n'oubliez pas d'aller sous le chat, il y a un onglet sondage à déplier vers le haut pour répondre facilement à la question et que votre réponse soit prise en compte. En attendant que ça bouge un peu au niveau des réponses, Christelle, je voulais préciser qu'effectivement pour les publications que tu as indiquées, il y a quelques diapositives de cela, elles sont toutes ou en grande majorité actuellement disponibles en téléchargement et nous les mettrons bien évidemment sur le site du GWCAF après le webinaire. Et si je peux me permettre, Chloé, si vous voulez recevoir les publications, vous pouvez nous envoyer un email et on peut les poster si vous voulez
en papier, en forme papier, plutôt que toujours être sur un écran. Bien sûr, merci de la précision. Ça se fait encore. Non, c'est très bien. Pour en revenir à la question, Christelle, est-ce que tu vois, j'ai l'impression que plus de personnes ont répondu réponse B. Mais alors, on a 35% des participants qui ont répondu la A et 64% qui ont répondu B. Alors, dans cette question, ce qui saute aux yeux est en fait est le fait que l'activité du demandeur se situe loin de la zone polluée, se situe à 50 km des terres. Donc, on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la pollution et les pertes alléguées. D'autant plus on parle d'une station de ski. Mais comme je l'expliquais, si le demandeur peut prouver que son activité est dépendante économiquement de la zone polluée, alors sa demande sera recevable et on pourra calculer sa perte économique. Donc effectivement, la réponse B est la réponse correcte. Juste pour précision sur cette question, en fait, cette demande est une demande que l'on a réellement reçue et le FIPOL, dans un premier temps, avait rejeté la demande sur les critères de proximité géographique, parce que c'était effectivement un peu loin, mais par la suite, le demandeur nous a fourni des éléments prouvant qu'il y avait un contrat en fait qui existait entre l'hôtel situé dans la zone polluée pour une excursion à la journée, et que pendant cette excursion, les touristes venaient manger dans ce restaurant. Donc, sur cette base, et avec les informations supplémentaires qu'il nous a fournies, on a accepté la demande. Voilà pour la petite histoire. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. On peut passer à la deuxième question, donc, qui s'affiche à l'écran et toujours dans l'onglet sondage que je publie immédiatement. Voilà. Donc, un pêcheur ne peut pas exercer son activité car des opérations de nettoyage sont en cours dans sa zone de pêche habituelle. Il présente une demande d'indemnisation au titre du manque à gagner pour la période allant jusqu'à la fin des opérations de nettoyage. Est-ce que cette demande est recevable ? Première possibilité, non, il pourrait aller pêcher ailleurs. Deuxième possibilité, oui, mais uniquement si ces équipements ont été endommagés par les hydrocarbures. Ou bien, oui, cette demande est recevable pour autant qu'il puisse prouver qu'il a subi un préjudice économique. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre. Je pense que tout le monde a bien trouvé où se situait le sondage. Donc, encore une fois, c'est sous le chat, plutôt en bas à droite de votre écran. Il y a un petit onglet à déplier. Christelle, je te propose de commencer à fournir des éléments de réponse. Elle est un petit peu plus dure, cette question. Alors, la demande est-elle recevable ? La majorité des personnes qui ont répondu, même s'il y en a peu, répondent... attendez, parce que je vois pas la dernière réponse, c'est peut-être pour ça. Ah, d'accord. La dernière... voilà, sinon je vois, pardon. Donc, la majorité des réponses que je vois, c'est C, et effectivement, c'est la bonne réponse. Pourquoi pas la réponse A ? En principe, les pêcheurs qui ont une licence, un permis pour aller pêcher dans une certaine zone, ont un permis pour aller pêcher dans une certaine zone. Donc, ce serait plutôt impossible d'aller pêcher ailleurs. La réponse B nous dit que les équipements du pêcheur, filets ou autres, doivent avoir été endommagés par les hydrocarbures pour pouvoir soumettre une perte ou un préjudice économique. J'ai distingué dans ma présentation les préjudices économiques consécutifs pour les personnes qui avaient subi des pertes de revenus car leur bien a été pollué. Mais j'ai également mentionné les préjudices économiques purs. Donc, des pertes économiques suite au déversement, mais sans pollution directe. Donc, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un dommage physique, un dommage visible. Donc, la réponse C, la demande est recevable. Tant que il faut que le demandeur puisse prouver qu'il a subi un préjudice économique. Donc, il appartient vraiment au demandeur de prouver sa perte. Voilà, j'espère que c'était clair. Très clair, merci beaucoup Christelle. Merci. Je te propose de terminer ici ta présentation et de passer la parole à Franck qui peut enchaîner. Oui, merci Chloé. Alors, je démarre la présentation. Voilà. Donc,
Bonjour à toutes et à tous. Donc la deuxième partie de ce webinaire va concerner, donc après ces pertes économiques pures, plutôt les coûts engendrés par la lutte contre la pollution, ainsi que les dommages potentiels à l'environnement. Donc un sommaire rapidement, je vais d'abord vous parler très rapidement des opérations de lutte typiques lors des pollutions majeures, des marées noires majeures. Ensuite, un point sur la clôture des opérations de nettoyage, qui est souvent un point de désaccord. Enfin, ça arrive en tout cas qu'il y ait des désaccords sur la démobilisation des équipements et des personnels. Ensuite, quelques diapositives sur comment documenter une demande relative à la lutte sur différents aspects, le personnel, les équipements, les navires, etc. Et quelques diapositives sur la préparation et la présentation d'une demande d'indemnisation. Et ensuite, je terminerai avec la demande d'indemnisation relative aux dommages environnementaux et les études d'impact associées. Suite à des marées noires, on a souvent des études d'impact qui vont potentiellement pouvoir donner lieu à de la restauration environnementale, par exemple. Et donc, la recevabilité de ces demandes respectives, que ce soit pour les dommages environnementaux ou pour les études d'impact. Et ensuite, quelques points de conclusion. Alors, en ce qui concerne les opérations de lutte, typiquement, on va avoir des opérations d'observation aérienne, de la coordination entre les opérations en mer, à terre et les opérations aériennes. Si la pollution dépasse des frontières, donc si plusieurs pays sont affectés, il va y avoir de la coordination internationale également. Et puis, s'il y a l'industrie et l'État qui sont concernés, des industries pétrolières ou les navires, là on parle plutôt de navires dans cette série de webinaires, il y a une coordination entre les différents acteurs. Ensuite, la lutte en mer, donc tout ce qui est récupération en mer, les différentes stratégies, récupération en mer, épandage de dispersants. Ensuite, tout ce qui va se passer plutôt à terre, la protection du littoral, la lutte à terre, les différentes techniques de nettoyage, l'utilisation des consommables. Alors, pas comme sur la photo, avec parcimonie, la photo montre plutôt une utilisation plutôt non raisonnable d'absorbants. Et puis, la gestion des déchets. Donc, toutes ces opérations typiques sont admissibles, recevables et donnent lieu en général à l'indemnisation suite à des pollutions. Alors, la clôture des opérations, un sujet, comme je l'ai dit, qui peut engendrer des désaccords entre les différentes parties. Alors, en général, on considère qu'un certain nombre de critères qui vont permettre de définir si on doit démobiliser ou déplacer les opérations. Donc, d'une première part, les objectifs, les critères sont atteints, donc les critères de fin d'opération, le degré de pollution restant est faible. Les moyens de lutte seraient plus utiles ailleurs, donc si effectivement là on n'est pas en démobilisation mais en déplacement des opérations et du matériel et des personnels pour effectuer des opérations ailleurs, où la priorité, donc une adaptabilité et une fluctuation des priorités en fonction des niveaux de nettoyage atteints et requis. L'amplification des dommages, évidemment, si les opérations de nettoyage génèrent plus de dommages que la pollution elle-même, il est temps de songer à arrêter. La baisse des rendements, lorsqu'on collecte très peu d'hydrocarbures résiduels, il est aussi également temps de penser à démobiliser. Lorsque les coûts de nettoyage sont hors de proportion avec la sensibilité du secteur considéré, donc là on peut penser par exemple à un enrochement portuaire, où évidemment il faut enlever tout ce qui est mobile, tout ce qui est potentiellement remobilisable, etc. Mais l'enrochement ne nécessitera pas nécessairement un nettoyage extrêmement fin. Et puis la production de déchets, notamment le fait qu'à partir d'un certain point dans les opérations de lutte, les déchets vont contenir beaucoup plus de choses qui ne sont pas du pétrole que du pétrole. Donc en fonction du degré de contamination des déchets produits, on va générer un problème en fait plutôt que de générer une solution au traitement de la pollution. Donc, les dépenses de lutte, typiquement, lorsque ces dépenses vont être évaluées, on va regarder dans quelle mesure il y avait existence de contrats antérieurs au déversement, c'est-à-dire dans certains cas des États où
vont avoir des contrats particuliers avec des navires notamment, de lutte anti-pollution. Et puis, s'il n'y a pas de contrat, il va y avoir éventuellement la disponibilité de navires ou pas d'ailleurs. Donc le marché du disponible, et là les coûts évidemment sont liés à l'offre et à la demande. Donc tous ces différents aspects sont évalués, analysés. Ensuite, les tarifs horaires et les tarifs journaliers, et il faut y penser si vous avez mobilisé du matériel. Alors, tarif horaire, c'est plutôt en général sur tout ce qui est aéronef, et hélicoptères et avions. Tarif journalier, on va plutôt être sur les navires. Le tarif de l'état d'alerte, c'est-à-dire que si du matériel est prépositionné ou des navires sont prépositionnés, mais donc en stand-by, mais ne sont pas déployés sur le site, ou en tout cas en action de dépollution, eh bien, il y a un tarif qui va être différent, en général 50% du tarif d'utilisation. Pour les dépenses qui vont être liées au secteur public ou contre le secteur privé, donc les sociétés privées qui vont intervenir, ou alors les services de l'État. Les coûts fixes qui sont là plutôt liés au secteur public, je vous en parlerai dans la diapositive suivante, et les frais généraux, donc toutes les dépenses associées au déplacement du personnel, etc., etc. Donc les coûts fixes, en général, sont des coûts du personnel du secteur public. Ce sont donc des dépenses qui sont engagées même en l'absence de pollution, c'est-à-dire tout le salaire, notamment des fonctionnaires, des militaires, des pompiers, tout le personnel d'urgence qui va intervenir potentiellement sur un accident. Alors des coûts additionnels sont admissibles dans ces cas-là, c'est-à-dire tout ce qui va être heures supplémentaires, par exemple, ou toutes les dépenses induites par les opérations de lutte vont évidemment être admissibles. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de critères, elles doivent correspondre précisément à la période de lutte, ne pas inclure des frais généraux sans lien avec l'événement, valide uniquement pour le personnel directement impliqué dans la lutte, donc les personnels au plus proche du terrain, les équipes de nettoyage, les équipes sur les navires, les superviseurs et le personnel de commandement et de contrôle dans les postes de commandement. Et également le personnel impliqué dans l'élaboration des demandes. Donc tout le personnel qui va compiler l'ensemble des informations qui vont être utilisées pour justifier une demande d'indemnisation. Ces coûts-là sont admissibles auprès des différentes instances qui indemnisent. Le coût des équipements. Alors, les équipements non spécialisés sont évalués en fonction du tarif du marché, donc tout ce qui va être matériel de travaux publics, les camions, tout ce qui va être transport, etc. Tout ça, il y a des tarifs, les véhicules de location, il y a des tarifs qui sont connus, facilement connus, donc c'est toujours évalué en fonction de ces tarifs-là. Les équipements en stand-by, comme je l'ai dit ultérieurement, non déployés, sont en général évalués à un tarif toujours évalué à un tarif inférieur et en général à 50% du tarif d'utilisation. L'amortissement du coût des équipements, alors c'est un moyen de calculer un taux, si vous n'avez pas de taux journalier pour certains types d'équipements, vous pouvez les calculer, je reviendrai sur ce point, en calculant l'amortissement du coût. Alors évidemment, l'amortissement, il se calcule sur la durée de vie de l'équipement et pas sur l'utilisation uniquement lors de l'événement de pollution considéré. Alors, les coûts raisonnables de nettoyage et de réparation des équipements qui sont abîmés en cours d'opération, donc des barrages par exemple, des récupérateurs ou autres types de matériel. Donc, tous ces coûts sont admissibles. Bien entendu, pour les sociétés privées commerciales, un élément de profit est admissible. Et puis, donc, pour les navires, tarif du marché, donc en fonction de l'offre et de la demande, ou bien, comme je l'ai dit, calcul basé sur le capital, l'amortissement et la maintenance annuelle du navire. Alors, un exemple ici, un tableau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vous explique très très rapidement comment vous pouvez calculer un taux journalier ou horaire pour un équipement, type navire. Donc, vous avez le capital du navire, le coût du navire, que vous divisez par sa durée de vie. Ensuite, vous associez à ça les coûts de maintenance et les coûts d'équipage. Donc l'ensemble de ces coûts sont ensuite divisés par la durée d'utilisation du navire, donc c'est la durée annuelle, si on calcule un taux annuel, une année, donc 365 jours, moins les jours où le navire est immobilisé. Alors
pour un navire, en général, ça va être lié à aux réparations, au passage en cale sèche. Hein, là, dans l'exemple, il y a les vacances et les week-ends. En général, les navires sont opérationnels, même pendant les vacances et les week-ends, les équipages changent. Mais lorsque le navire est effectivement régulièrement réparé et passe en cale sèche, eh bien, ce temps d'immobilisation doit être déduit. Et donc, en divisant cet ensemble de coûts par un nombre de jours d'utilisation, vous obtenez un tarif horaire par jour que vous pouvez ensuite diviser par le nombre d'heures pour obtenir un tarif horaire. Pour les équipements spécialisés, même principe, on va diviser la durée de vie par... on va diviser les coûts associés à l'utilisation du matériel par la durée de vie. Alors, il y a des durées de vie classiques pour certains types de matériel spécialisé. Donc là, vous les avez ici. 90 jours pour un barrage de haute mer, 30 jours pour un barrage plus léger côtier, 180 jours pour un récupérateur ou le groupe hydraulique associé, dans la mesure où le groupe hydraulique n'entre pas en contact avec des hydrocarbures. Donc ces durées de vie sont évidemment des durées de vie en utilisation, hein, pas en stockage, c'est-à-dire que vous pouvez garder les appareils et les barrages très très longtemps, mais ça c'est la durée de vie quand l'appareil est en mer et en opération, et donc subit les éléments, des dommages liés à l'utilisation. Donc ce capital, auquel on ajoute la maintenance, auquel on ajoute les coûts de stockage, les coûts de formation, divisé par la durée de vie, et vous obtenez un taux journalier. Alors, ce qui est important aussi de fournir, c'est d'expliquer ce qui est compris, inclus dans le tarif, si les carburants, notamment, les opérateurs, l'assurance est compris ou non. Et donc, c'est toujours mieux de l'inclure, comme ça, c'est beaucoup plus simple en termes de calcul, ensuite, lorsque vous faites une demande d'indemnisation. Ensuite, il y a les tarifs particuliers en utilisation, en stand-by, en transit, etc., qui doivent être également pris en compte. La condition d'origine, l'âge et le taux de dépréciation, c'est plutôt lorsque l'équipement est endommagé au point qu'il faut le remplacer. Donc, dans ces cas-là, c'est la valeur résiduelle de l'appareil du matériel qui est prise en compte. Et j'y reviendrai, d'ailleurs j'y reviens de suite, avec le matériel qui est non spécialisé, mais là du type bureau, donc tout ce qui est ordinateur, informatique, fourniture de bureau, donc tout ce qui va être utilisé dans un poste de commandement. Si un poste de commandement doit être mis en place, particulièrement dans un secteur particulier, parce que la pollution est là en fait, hein, et qu'il n'y a pas de cellule de crise préétablie, eh bien cet équipement, de la même manière, toutes les fournitures vont être les calculs vont être faits à partir de la période d'amortissement standard. Alors, 3 ans, c'est pour des ordinateurs et de l'équipement électronique. Évidemment, pour les fournitures de bureau, c'est plus long. Et donc, un calcul de valeur résiduelle qui va être dépendant de la durée d'utilisation de l'appareil, d'une part, et ensuite de sa valeur résiduelle. Donc, la valeur résiduelle, c'est le coût initial à laquelle on soustrait l'amortissement réalisé. Donc, si un appareil a une période d'amortissement de 3 ans et est utilisé 6 mois, c'est effectivement, on va diviser par 6 sa valeur pour calculer la valeur indemnisée. Préparation d'une demande. Alors, qui peut faire une demande? Ça a été expliqué par Christelle auparavant, mais en gros, à peu près tout le monde, hein, en termes de lutte. Donc, le plus souvent, ce sont les autorités, l'administration, les États, des sociétés privées, évidemment, si elles sont mises en œuvre, des associations, si elles sont impliquées dans le nettoyage, ou des individus, des commerces. Alors, c'est le cas de, par exemple, si quelqu'un a un bar ou un restaurant sur une plage et que la plage est contaminée, que la personne nettoie la partie de plage qui est privée ou la partie aux alentours de son installation, eh bien, on pourra faire une demande d'indemnisation à partir du moment où la demande est bien justifiée et bien achalandée en termes de justification, eh bien, c'est admissible. Donc, dans la documentation, bien entendu, tout un ensemble de documents qui sont importants, les registres des activités journalières, tout ce qui est compte-rendu de réunions, tout ce qui est registre des sociétés de lutte, les rapports quotidiens des sociétés de lutte,
le matériel utilisé, etc., etc. Pour les aéronefs et les navires, les registres de bord, donc quelle était l'utilisation du navire ou de l'appareil de l'aéronef en l'occurrence, est-ce qu'il était uniquement utilisé pour cette mission de lutte anti-pollution, etc., etc. Et puis donc le retour chantier, donc le retour des sites, notamment à terre, avec des rapports quotidiens qui vont détailler le nombre d'opérateurs, les équipements, les déchets collectés, le type et l'étendue des côtes nettoyées, etc., etc. Et bien entendu, tout cela doit être justifié par des factures, bon de commande, mais surtout factures, pour permettre l'indemnisation. Alors, la présentation des factures, toutefois, n'est pas suffisante. Il faut également justifier de ces dépenses, donc une description des activités de lutte et du lien avec les dépenses encourues. Donc, tout le narratif des opérations, des cartographies, des états de la pollution, des niveaux de contamination des différents secteurs, tout ce qui est photographie, bien entendu, vidéo, c'est très important, les comptes rendus de reconnaissance, les comptes rendus de prise de décision, dans les réunions en poste de commandement, les listes d'équipements, etc. Donc, le maximum d'informations possibles pour pouvoir justifier des opérations menées. Puisque les assureurs et le FIPOL doivent pouvoir se faire une idée de leur propre opinion à partir des données fournies sur les dépenses et les pertes subies. Je passe maintenant aux demandes d'indemnisation relatives aux dommages environnementaux et puis ensuite très rapidement aux études d'impact qui leur sont associées. Donc d'une part, les pertes économiques. Alors évidemment, alors là, on est plus lié et quantifiable en termes monétaires, lié à un dommage environnemental, donc un parc national ou un parc marin. Bon, là, on est plus dans le secteur économique, donc ça tombe un peu sous le coup des pertes économiques. Par contre, dans le cadre des conventions du régime international d'indemnisation, ce sont les coûts des mesures raisonnables de remise en état d'un habitat endommagé qui sont admissibles. Donc, par exemple, replantation de mangroves, si elles ont été endommagées, soit par le nettoyage, soit par la pollution. Sachant qu'il y a un certain nombre de critères, qui sont les critères qui sont directement tirés du manuel des demandes d'indemnisation, un certain nombre de critères vont être évalués pour que la demande soit recevable. Donc, premier critère, les mesures doivent être susceptibles d'accélérer de manière significative le processus naturel de rétablissement. Donc, on considère que le milieu naturel va se rétablir naturellement de toute façon. Maintenant, en prenant des mesures particulières, on peut accélérer ces processus naturels. Et ce sont ces mesures qui sont indemnisables. Les mesures ne remplacent pas le rétablissement naturel des milieux. Donc ces mesures doivent viser à empêcher que la pollution ne provoque des préjudices complémentaires. Elles ne doivent pas induire la dégradation d'autres habitats ou avoir des conséquences délétères sur d'autres ressources naturelles ou économiques. Donc ça, c'est l'exemple de si on déplante à un endroit pour replanter là où ça a été endommagé, effectivement, on va endommager un secteur qui n'avait pas été affecté. Donc tous ces critères-là sont pris en compte pour accepter les demandes. Le fait que les mesures doivent être techniquement réalisables, bien entendu, et être d'un coût proportionnel à l'étendue de la durée du dommage subi et à la durée du dommage subi et aux avantages susceptibles d'être obtenus. Finalement, les évaluations basées sur des quantifications, donc tout ce qui est modèle, calcul théorique, ne sont pas admissibles. Donc il y a un certain nombre d'exemples, mais tous les calculs qui sont basés sur le volume de pétrole déversé ou sur le volume estimé d'eau affectée, par exemple, ou de secteurs des kilomètres de côte affectés, ne sont pas admissibles. Ce sont les dommages réels qui vont être indemnisés et le rétablissement, la restauration des secteurs effectivement endommagés. Les études d'impact, donc le FIPOL peut participer au coût de ces études à condition qu'elles portent sur les dommages relevant de la définition énoncée dans les conventions. Et notamment, ce sont les études qui vont établir la nature et l'étendue des dommages environnementaux, et notamment pour déterminer si des opérations de restauration sont nécessaires et réalisables. Alors, elles ne s'imposent pas à chaque fois, dans tous les cas de déversement, ces études. Petite pollution dans un port, par exemple, ne va pas forcément donner lieu
a un besoin d'analyse d'études d'impact. Elles doivent être menées avec rigueur scientifique et objectivité, et elles doivent être proportionnées avec l'étendue de la contamination et des effets prévisibles. Alors, quelques exemples, en général, donc tout ce qui est degré de contamination, exposition aux hydrocarbures, et toutes ces études qui vont être liées à ce type d'approche sont en général admissibles. Tout ce qui est sécurité alimentaire des produits de la mer, donc taux de contamination des produits de la mer, des poissons, des fruits de mer. Les études de population et d'espèces emblématiques affectées, ou les dommages à des milieux particuliers, donc par exemple marées maritimes, mangroves, ou tout autre habitat susceptible d'être restauré. Et pour conclure, donc, quelques points. Donc, tout d'abord, le fait qu'Altop, comme l'a dit Christelle, nous fournissons et nous pouvons fournir des conseils techniques et relatifs au caractère raisonnable des actions sur site, lorsque nous sommes mobilisés soit par les assureurs, soit par le FIPOL. Mais notre rôle est uniquement consultatif, donc nous donnons un point de vue, mais les décisions appartiennent aux instances qui indemnisent, donc les assureurs et le FIPOL. Il est important, bien entendu, de conserver tout un tas d'informations, donc tout ce que j'ai listé auparavant, qui vont documenter les opérations de lutte ou les opérations de restauration, et de les soumettre aux entités, aux organisations qui indemnisent. L'évaluation est basée sur des critères techniques et pas des critères médiatiques ou politiques ou dus à la pression ambiante lors d'une opération de lutte contre une marée noire. Des évaluations provisoires sont possibles pour permettre d'indemniser plus rapidement les victimes, comme l'a dit Christelle. Et puis, effectivement, s'il n'y a pas assez d'informations, il y a des demandes qui sont faites pour plus d'informations, et la révision d'une évaluation est possible si des éléments complémentaires sont fournis. Voilà, et cela conclut ma présentation. Si vous avez des questions, je pense qu'on va peut-être faire des questions. Merci beaucoup, Franck. Si vous voulez bien, chers intervenants, vous pouvez allumer vos micros, caméras. On va quitter la présentation de Franck pour passer à la session de questions-réponses. Alors surtout, chers participants, participantes, n'hésitez pas à nous poser vos questions dès maintenant dans le chat. Nous avons une petite dizaine de minutes pour y répondre. J'en ai quelques-unes sous la main. Alors, j'ai une première question. Qui représente officiellement le club PNI et les FIPOL dans un pays lors d'un incident? Répond qui le souhaite. Moi, je peux. Alors, pour ce qui est des assureurs et du navire, c'est souvent les correspondants. Donc, les navires, les armateurs et les assureurs ont des correspondants dans tous les ports importants du monde. Donc, ce sont ces gens-là qui sont représentatifs, qui représentent l'armateur ou l'assureur. Et puis, leur conseil légal, s'il y a des avocats dans la boucle, évidemment, ils vont être éventuellement les représentants des assureurs. Pour le FIPOL ne fonctionne pas forcément avec des... Je vais laisser Christelle répondre, mais pas forcément avec des correspondants. Christelle, merci Christelle, je pense qu'il faut ouvrir ton micro. J'ai vu que tu as essayé de répondre, on ne t'entendait pas. Ah, effectivement, ça serait mieux comme ça. Oui, donc pour les assureurs, comme disait le Franck, les assurants ont des correspondants dans la plupart des pays, donc ils sont représentés ainsi. Pour ce qui concerne le FIPOL, quand il y a un sinistre dans votre pays, le plus simple, c'est de contacter le FIPOL directement à Londres le plus rapidement possible. Et en principe, on se rend sur place rapidement, ou en tout cas, nous envoyons Franck et les experts de l'ITOP sur place, qui sont disponibles très rapidement. Mais le plus simple, c'est effectivement de nous contacter au secrétariat à Londres. Et très rapidement, on mettra en place des meetings avec les autorités compétentes. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. J'enchaîne avec une autre question.
Attendez, je m'y retrouve. Donc, quel est le statut juridique du terme navire et celui de la plateforme pétrolière? Franck, tu veux répondre? Au FIPOL, il y a eu de longues sessions sur ce point. C'est assez compliqué. Ça paraît simple, mais c'est assez compliqué. Il y a un certain nombre de documents qui ont été établis. FIPOL, je recommanderais d'aller les lire parce que moi, je n'ai pas le détail exact. En gros, on considère qu'un navire, il y a une hélice, donc ça se déplace. Mais bon, il y a aujourd'hui des FPSO, les FSO, qui sont des navires lorsqu'ils se déplacent, mais qui ne sont plus considérés comme des navires lorsqu'ils sont en phase de forage. Donc la nuance peut être assez subtile. Donc je préférerais à ces documents-là. La plateforme pétrolière, tant qu'elle est en forage, c'est la même chose. C'est pas forcément un navire, si ça se discute, mais en tout cas, le FIPOL a une définition précise, puisqu'effectivement, le FIPOL va couvrir les pollutions issues des navires et pas les pollutions issues des plateformes pétrolières. Donc il y a une zone grise un petit peu, hein, mais c'est plutôt sur le CFSO, FPSO, plutôt que sur les plateformes elles-mêmes qui sont en général considérées comme des entités non navires. Bon, les navires qui fonctionnent en se déplaçant, ça c'est assez simple aussi. Et il y a cette zone grise sur tout ce qui est FPSO, FSO. Et là, je crois que c'est, donc comme j'ai dit, ça peut être différentes phases, phase fixe ou phase mobile qui va jouer. Ouais, effectivement, je peux pas vraiment rajouter quoi que ce soit parce que c'est un sujet qui est plutôt compliqué qui a été discuté plusieurs fois par notre assemblée, par les assemblées, par les États membres. Mais effectivement, je crois qu'il faut mieux se référer aux documents qu'on peut trouver sur notre site. Mais en cas de sinistre, et si vous n'êtes pas sûr si vous pouvez être indemnisé par le FIPOL, contactez le FIPOL et puis on pourra en discuter par la suite. Mais dans tous les cas, oui, les plateformes ne sont pas couvertes pour indemnisation par le FIPOL. Très bien. Dans la même question qui était assez large, la personne demandait également s'il y avait une responsabilité internationale des multinationales qui exploitent les plateformes pétrolières en dehors des mécanismes de responsabilité civile que les armateurs engagent en cas de pollution marine par les hydrocarbures. Tout ce qui est exploité par des compagnies pétrolières, il y a l'assurance. Les compagnies pétrolières sont leurs propres assureurs, qui couvrent leurs frais. Tout ce qui est navire, par contre, il y a des systèmes d'assurance en place. Et donc là, il y a un certain nombre de conventions dont vous avez parlé dans les webinaires précédents, qui couvrent ce type d'équipement. Mais pour ce qui est à ma connaissance, pour ce qui est des compagnies pétrolières, alors, sauf encore les FPSO, FSO, dont certains, puisqu'ils sont à moitié navire, à moitié plateforme, dont certains sont assurés directement auprès de PRI Club. Et ce n'est pas le cas de tous, donc s'ils ne sont pas assurés, ils vont être couverts par la compagnie pétrolière directement qui est son propre assureur. Merci Franck. D'ailleurs, tu as le bonjour de l'équipe de l'île Maurice et du Ouakachur. Réciproquement. Qui demande d'ailleurs comment évaluer l'impact sur la santé des personnes affectées par un déversement d'hydrocarbures? Alors, l'évaluation de l'impact, ça se fait par du monitoring, enfin des suivis médicaux. Donc ça, c'est plutôt des choses médicales, médecine, c'est pas forcément ma spécialité. Par contre, là, sur le sujet qui nous intéresse, il faut savoir que ça n'est pas couvert par les conventions d'indemnisation dans l'état actuel des conventions. Donc, ça n'est pas dans la liste des choses qui sont couvertes par le FIPOL.
si j'ajouterais qu'il y a la convention HNS, donc SNPD, des produits substances dangereuses et potentiellement nocives, qui devrait éventuellement un jour ou l'autre devenir une convention en vigueur, entrer en vigueur, qui elle par contre prendrait en compte ce type de dommages, mais ça n'est pas le cas des conventions liées aux pollutions par hydrocarbures dans l'état actuel des choses. Oui, si je peux juste rajouter, ouais, effectivement, sous les conventions pour le FIPOL, c'est tout ce qui concerne les dommages à la santé ne sont pas recevables, parce que pour qu'une demande soit recevable, il faut que la perte soit quantifiable, et quantifier un problème de santé serait vraiment difficile. Donc sous les critères, ce genre de demande n'est pas admissible, n'est pas recevable. Sous la convention de 92. Après, comme Franck le disait, pour la SNPD, ça serait éventuellement différent quand cette convention rentre en vigueur, si elle rentre en vigueur. Merci beaucoup à tous les deux. Je m'excuse auprès des personnes pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de prendre les questions, parce qu'on est arrivé déjà à la fin de la session. Cela dit, les questions restent très intéressantes, donc je les ferai tout de même passer à nos intervenants. Un grand merci à toutes et tous pour avoir suivi ce nouveau webinaire du GEWACAF. Merci beaucoup à nos intervenants qui ont préparé des présentations de grande qualité et qui ont renouvelé leur participation au webinaire du GEWACAF. C'est très apprécié. Merci à mon collègue Lindsay qui m'a accompagné pendant toute la préparation de ce webinaire. Et enfin, merci à vous toutes et tous, chers participants, pour votre suivi, votre engagement. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de retrouver tous ces webinaires, toutes ces ressources sur notre site internet, ainsi que notre chaîne YouTube pour les replays. Et enfin, vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour avoir les dernières informations du projet et être au courant des prochains webinaires. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.